Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Lopi, secrétaire général de l'ADF. Bonjour à toutes et à tous, je suis Joël Trouillet, secrétaire général de l'ADF. Nous débutons ainsi notre troisième semaine de l'émission Questions Expresso avec l'ADF, avec toujours le même principe, un tour d'horizon des différentes interrogations que vous nous remontez au travers de l'adresse mail mise en place à cette occasion, covid@adf.asso.fr. En effet, vos messages de remerciement et l'arrivée de nouvelles questions démontrent l'intérêt pour l'ADF de garder ce contact avec le plus grand nombre d'entre vous afin de vous informer sur la situation inédite que nous vivons et de vous fournir toujours les réponses adaptées à toutes vos interrogations. Nous commençons tout de suite, Julien, avec une première question qui concerne un praticien qui sera de garde d'urgence dans son cabinet jeudi. Est-ce que je pourrais coter à la fois un C et la majoration MCD dont vous avez parlé, notamment pour le traitement d'urgence d'une pulpite, sans réaliser l'obturation canalaire? La réponse est oui, Joël, puisque la majoration spécifique MCD d'une valeur de 30 euros est due pour chaque patient pris en charge dans le cadre de la permanence des soins. Il s'agit d'un forfait par patient, quelle que soit la nature des actes réalisés. Un acte clinique, une consultation, une visite ou un acte technique CCM. Donc oui, là, dans le cas précis où il va faire en fait une pulpo, dans le traitement de cette pulpite, il pourra coter sa consultation d'urgence plus le MCD. Il est important d'ailleurs, Joël, de rajouter et de repréciser quelques éléments parce qu'on a eu aussi quelques questions à ce sujet concernant les dispositions exceptionnelles décidées la semaine dernière par l'assurance maladie après la négociation avec les syndicats. L'indemnité d'astreinte de 75 euros ne concerne que les chirurgiens dentistes en garde d'urgence, que ce soit l'opérateur ou celui qui l'assiste, et les chirurgiens dentistes qui participent aux cellules de régulation mises en place par les conseils départementaux de l'ordre. Et ce 75 euros, c'est par demi-journée, Julien. Exactement, 75 euros par demi-journée. Pour le moment, les chirurgiens dentistes qui réalisent un premier niveau de régulation en répondant par téléphone ou par mail aux demandes de leurs patients ne sont pas concernés par cette indemnisation. Des discussions continuent avec l'assurance maladie sur la possibilité d'une reconnaissance financière de ces téléconsultations et d'un remboursement, mais aussi sur d'autres titres d'indemnisation. Mais pour l'heure, rien n'est acté sur ces points. Les syndicats signataires ont d'ailleurs communiqué hier sur les négociations qui étaient en cours. OK, merci. Donc, je pense qu'il y aura des évolutions prochainement et on sera les porte-voix de ces évolutions pour vous les transmettre, évidemment. Une autre question, Julien. Mon assistante n'a aucune activité et j'ai eu recours au chômage partiel. Avec ce chômage partiel, est-ce qu'elle a le droit à ses tickets restaurants à ce moment et est-ce qu'elle peut cumuler des congés payés à cette période? Alors la réponse est non à la première question et oui à la seconde. Donc dans le détail, les heures d'activité partielle n'étant pas considérées comme des heures de travail effectif, cette assistante dentaire, cette salariée ne peut pas prétendre au ticket restaurant pendant cette période de chômage partiel. Par contre, la totalité des heures chômées est bien prise en compte dans le calcul de l'acquisition des droits à congés payés. Merci. Donc c'est très très clair ta réponse. Autre question, enfin c'est pas une question, on souhaite faire, Julien, je crois, un rectificatif à une information que nous avons communiquée la semaine dernière au sujet des produits désinfectants et notamment de la norme NF 14476. En effet, il y a des scientifiques qui nous ont fait remonter des informations et ont précisé, donc c'était un petit peu, on avait affirmé certaines choses et j'aimerais que tu modifies un petit peu. Qu'en est-il précisément? Alors la chose qui est sûre et vérifiée, Joël, c'est bien que la norme 14476 est celle qui est efficace en virucidie sur les coronavirus, dont le Covid-19. Ça, il n'y a aucun doute possible. L'information était bonne et c'est bien ce type de produit qu'il faut utiliser. Par contre, cette norme n'est pas le nouveau nom de la norme NFT 72180. La norme NFT 72180 concernait également la virucidie, mais c'est une ancienne norme qui a été abrogée en juillet 2006. Donc, la nouvelle norme 14476, elle a plus d'exigences par rapport aux dernières avancées techniques, elle est plus précise et plus sérieuse que cette ancienne norme. Donc, l'important, c'est bien de vérifier qu'aujourd'hui, les produits de désinfection qu'on utilise portent absolument la norme NF 14476 et uniquement celle-ci en ce qui concerne évidemment la virucidie, bien évidemment. Bon, merci pour ce rectificatif. En effet, on avait avancé qu'il s'agissait simplement Un changement de de nom. changement de dénomination, et donc c'était C'est un pas peu plus, exact. voilà, c'est inexact. Merci, Julien. Donc, une autre question qui concerne cette fois les prélèvements URSSAF.
Y a-t-il une démarche particulière à réaliser pour que le prélèvement URSSAF d'avril soit suspendu? Ou cela se fait-il automatiquement comme c'est le cas pour la caisse de retraite? Alors normalement, cela doit se faire automatiquement. On a d'ailleurs reçu pour un certain nombre d'entre nous un mail de l'URSSAF en ce sens. Cependant, apparemment, pas tout le monde a reçu ce type de message et donc nous vous conseillons de vérifier en vous connectant sur le site ursaf.fr avec vos identifiants afin de s'assurer que l'échéancier de prélèvement a bien été modifié. Et si c'est pas le cas et que il y a un prélèvement qui est toujours prévu pour le mois d'avril, dans ces cas-là, vous avez la possibilité de le suspendre en faisant un message en fait à travers la rubrique une formalité déclarative et de déclarer une situation exceptionnelle pour reporter cette échéance. Merci. Enfin, un confrère nous interroge aussi sur la possibilité d'imposer des congés payés en cette période en passant par un accord d'entreprise. Est-ce vrai et comment le mettre en place? Alors, il y a eu un certain nombre d'ordonnances, la loi d'urgence sanitaire et les autres règles mises en place pour gérer cette crise ne permettent pas à l'employeur d'imposer la prise de congés payés. Ça, c'est ce qu'on avait déjà dit dans une précédente émission. Il est possible, cependant, de conclure un accord d'entreprise modifiant la date des prises des congés payés, portant sur 6 jours ouvrables au maximum, soit une semaine de congés payés. Et c'est un accord qui porterait uniquement sur les congés payés qui devaient être pris avant le 31 mai. On ne peut pas aller au-delà de 6 jours de toute façon. C'est Même 6 si jours. avant le 31 mai, il y a plus de jours que ça, on ne peut pas. Non, c'est surtout les jours qui étaient acquis et qui devaient être pris avant le 31 mai. Il n'est pas possible de faire un accord pour les congés non acquis. Et en fait, je remercie Donifan Hammer des CDF qui m'a donné la marche à suivre pour celles et ceux qui voudraient mettre en place cet accord d'entreprise. Donc, comme on l'avait expliqué dernièrement, c'est pas simplement une demande comme ça verbale à son assistante si elle est d'accord. Les choses sont beaucoup plus encadrées que cela, puisque l'accord d'entreprise, c'est un accord qui porte sur les conditions de travail, les garanties sociales des salariés. Et quand on est dans une entreprise comme la majorité des cabines dentaires, c'est-à-dire qui n'a pas de délégué syndical, qui a moins de 11 salariés, l'employeur va pouvoir proposer un accord d'entreprise. Il va le rédiger, le soumettre à la ratification du personnel et s'il y a une majorité des 2/3 qui est nécessaire pour son approbation. Et ensuite, les salariés disposent de 15 jours pour donner leur accord. Mais on va vous proposer une... Oui, ok, mais concrètement, comment je fais? D'autant plus qu'avec le confinement, il peut être très compliqué, voire impossible de Alors, réunir son on va personnel. vous expliquer ça étape par étape en vous montrant comment ça se passe avec le mode d'emploi. Donc, comme on le dit, si on souhaite installer un accord d'entreprise pour imposer 6 jours ouvrables de congés payés à ses salariés, voilà le mode d'emploi en 4 étapes. Première étape, il faut informer ses salariés. Donc, dans le cadre du dialogue social, pour informer les salariés de votre projet concernant ces 6 jours ouvrables de congés payés, vous allez pouvoir le faire soit par mail, soit par WhatsApp, soit par téléphone, puisque des réunions physiques sont compliquées liées au confinement. Donc, cette information va permettre aux salariés de choisir de liquider ou non 6 jours calendaires de congés payés. L'intérêt pour lui est évidemment de percevoir une rémunération complète pour la période des congés liquidés, contrairement à la mise en activité partielle, puisqu'on a vu que dans le chômage partiel, c'est seulement 84% du net. L'employeur va présenter le projet d'accord ainsi que les modalités d'organisation et de consultation pour cet accord. Donc, comment il le transmet, à quelle heure, quelle date, par quels moyens, comment va se dérouler cette consultation. Et il envoie la proposition de texte d'accord à son salarié. Une fois qu'on a réalisé ce projet d'accord, on le transmet donc par tous les moyens de communication possibles, mail, SMS, WhatsApp, avec un message de ce type. Je fais suite à notre échange au sujet de la crise actuelle et notre perspective professionnelle de moment. Je vous prie de prendre note du projet d'accord d'entreprise concernant la modification de la date de prise de 6 jours ouvrables de congés payés 6 juin. Et s'il vous agrée, de valider dans les 15 jours à venir ou avant une date précise par tous les moyens à votre convenance. Et donc, chaque salarié a alors la liberté d'accepter ou non cet accord. Si l'accord est signé par les 2/3 des salariés, il va être réputé comme adopté et applicable. Et dans ces cas-là, on informe tous les salariés de cette décision. Et les congés payés seront donc concernés par cet accord 6 jours ouvrables selon les règles qui ont été définies dans l'accord et intégrées dans le bulletin de paie.
Oui, alors faut-il obligatoirement enregistrer cet accord d'entreprise et comment le faire? Alors oui, il y a une dernière étape qui est non négligeable, qui est très importante, puisque cet accord doit être enfin déposé conformément aux articles du Code de travail, soit sous forme dématérialisée sur la plateforme Téléaccord. Donc c'est téléaccord.travail-emploi.gouv.fr. On mettra tout ça sur notre site internet afin qu'il soit transmis à la Direction régionale des entreprises et de la concurrence, la directe, qui est compétente pour intégrer à la base de données nationale des accords d'entreprise. Et ensuite, il faut en plus envoyer un exemplaire du présent accord, du moins, pas envoyer, il faut le déposer au greffe du conseil des prud'hommes du lieu d'implantation du cabinet dentaire. Donc on voit que les Oui, choses sont c'est possibles, compliqué. mais Oui, c'est pas enfin, aussi simple que ça, et il faut bien respecter cette marche à suivre. c'est le parcours du combattant quand même. C'est un peu compliqué, hein. Ça me Voilà. paraît. Je pense qu'il faudra donner des éléments qu'on transmettra par la suite pour que les gens s'y retrouvent un petit peu. Exactement. On mettra le Que mode d'emploi sur le j'avais site. même moi-même du mal à suivre, je te dirais. Donc ouais, mais ça c'est bien beau, tu vois. En plus, bon, moi par exemple, j'ai une seule assistante. Alors cette règle des deux tiers, ça rime à quoi, Julien? Bon, c'est un Alors, peu. en effet, en fait, Ça comme je l'ai dit, m'interroge, quoi. En fait, comme je l'ai dit, une fois qu'on a envoyé la proposition de l'accord à sa salariée dans ton cas précis, celle-ci va être libre de l'accepter ou non. Donc, si elle l'accepte, il est validé et tu dois le faire enregistrer comme je l'ai expliqué. Si elle accepte pas et c'est son droit, et ben dans ces cas-là, il n'y a pas d'accord d'entreprise et donc tu seras pas en mesure d'imposer ces 6 jours de congés payés ouvrables que tu avais envisagé. Voilà. S'il y a Donc, qu'une personne, bah, une seule voix et c'est elle qui compte. voilà, on voit donc ce que tu viens de décrire est possible, mais que les démarches ne sont pas aussi simples qu'on peut le penser. Voilà. Absolument. Autre question, Julien, en ces temps de pénurie, pourquoi ne pouvons-nous pas réutiliser les masques FPP2? Il y En a beaucoup effet, de questions, justement, En effet, de c'est un sujet praticiens. qui fait l'actualité. On en voit sur beaucoup de magazines, de revues, puisque en effet aujourd'hui les masques FFP2 doivent être jetés après quelques heures d'utilisation. C'est 4 heures dans l'idéal, 8 heures au maximum s'il n'a pas été enlevé. C'est pour cette raison que et comme on est en situation de pénurie de masques, notamment ces FFP2, il y a des scientifiques et des médecins et des industriels qui se sont réunis pour explorer toutes les pistes pour essayer de pouvoir réutiliser les masques sans risque. Dans le cadre d'un consortium mis en place par le CNRS et le Commissariat à l'énergie atomique, eh bien, ils ont regardé quelles étaient les possibilités et ils explorent des pistes avec notamment un lavage avec un détergent à 60 ou 95 degrés, un passage en autoclave à 121 degrés pendant 50 minutes, la possibilité d'irradiation par des rayonnements gamma ou bêta, une exposition à l'oxyde d'éthylène, un chauffage à 70 degrés en chaleur sèche ou eau. Donc on voit bien que toutes les pistes sont sur la table pour essayer de recycler les masques FFP2. On regarde qu'il y a des premiers résultats qui sont prometteurs, notamment à Grenoble, où apparemment l'oxyde d'éthylène montre une efficacité tout en conservant les performances. Par contre, l'utilisation de la chaleur sèche détruit la charge virale, mais par contre, il abîme le masque et donc n'est pas sans danger. Donc, il y a des avancées qui sont prometteuses, mais pour l'instant, aucune de ces pistes n'a obtenu de validation de la part des autorités. Les chercheurs peaufinent leurs résultats avant de les déposer à l'Agence nationale de sécurité du médicament, mais ils travaillent dans l'urgence en essayant de trouver une solution, mais à ce stade, la recommandation n'a pas changé, rien n'est concluant et validé scientifiquement, donc le masque FFP2 n'est pas réutilisable pour le moment. Si dans les prochains jours quelque chose était validé, encore faudrait-il qu'il soit applicable par chacun à son niveau dans son cabinet, quoi, que ce Tout à soit fait. pas trop compliqué là aussi pour arriver au résultat escompté, quoi, hein. Exactement. Voilà, bon, ben, Julien, je pense qu'on a fait le tour des questions qui étaient prévues aujourd'hui. Je te remercie pour tes réponses. Je vous invite à continuer à poser des questions qui alimentent, vous l'avez compris, notre émission à covid@adf.asso.fr. Et je vous donne rendez-vous donc demain pour une nouvelle émission de questions expresso avec l'ADF à 14 heures. Merci, bonne journée, portez-vous, protégez-vous. Bonne journée à tous, à demain.